Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Emmanuel Caplet, le responsable podcast de l'association Publicens. Nous approchons des 1500 écoutes, donc nous tenons à vous remercier de votre intérêt pour notre émission. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un 5e épisode de notre série sur les institutions publiques. En compagnie de Jacques-Marie Letu, j'interviewe Clément Thonon, auditeur au Conseil d'État. Nous abordons plusieurs sujets, évidemment son parcours, d'HEC à l'ENA en passant par Sciences Po Paris, mais également ses stages et ses activités. Il a notamment effectué une préparation militaire supérieure dans la marine. Nous allons évoquer ce sujet. Ensuite, nous parlerons du rôle du Conseil d'État, comment l'intégrer, et la question de son indépendance. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Emmanuel. Je suis aujourd'hui avec Jacques-Marie Letu. Bonjour Jacques-Marie. Bonjour Pierre-Emmanuel, bonjour à tous. Jacques-Marie va m'accompagner pour un temps de discussion avec Clément Thonon, auditeur au Conseil d'État, énarque et ancien d'HEC. Bonjour Clément. Bonjour. Alors nous sommes au Conseil d'État, et j'insiste là-dessus car l'endroit est magnifique. L'institution est située dans le Palais Royal, juste à côté du musée du Louvre. L'intérieur comme l'extérieur sont spacieux, surtout pour Paris, et c'est toujours un plaisir de se retrouver dans ce genre de lieu pour podcaster. Alors Clément, on va commencer par ton parcours scolaire, puis nous essaierons de comprendre les missions et le fonctionnement du Conseil d'État, particulièrement comment l'intégrer. Donc si l'on pouvait reprendre ton parcours scolaire, tu as effectué une prépa ECS, c'est ça ? Tout à fait. J'ai fait mon lycée dans un petit lycée de province à Castelnaudary dans l'Aude. Et à l'issue de ce lycée, je savais que j'avais une appétence pour le secteur public, mais elle n'était pas tout à fait formalisée. Et donc, je dirais que entre mon père qui voulait que je fasse des études d'ingénieur et ma mère qui voulait que je fasse des études littéraires, j'ai coupé la poire en deux et je suis allé en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand en ECS. Ok. Et ensuite, tu as intégré HEC. Pourquoi ? Alors HEC parce que c'était le parcours, je dirais, classique quand on a fait une prépa ECS. Et je voudrais insister sur le fait que j'ai peut-être pas fait ce choix pour les bonnes raisons. Dans le sens où moi j'avais une appétence assez forte déjà au lycée pour le service public et pour les lettres. Et j'ai fait ce choix d'HEC presque par défaut avec l'espèce d'injonction on a beaucoup à ce stade de nos études de ne se fermer aucune porte. Et HEC, comme Sciences Po d'ailleurs ou d'autres écoles, c'est une façon pour quand on a 18 ans de ne se fermer aucune porte. Et en réalité, ça m'a permis de me rendre compte, après quelques années à HEC, même si c'est une fantastique école et je pourrais y revenir, j'y ai fait des choses qui m'ont beaucoup amusé et j'y ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de me rendre compte que cette façon de mener sa barque, de ne se fermer jamais de porte, c'est un peu, à la longue, c'est un peu décevant. Et qu'à un moment donné, il faut faire des choix, il faut prendre ce temps d'introspection pour savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on veut faire de sa vie et trancher. Parce que à force de se fermer aucune porte, on n'en prend jamais aucune et on est malheureux, je pense, à la fin. Ça tombe bien car on a prévu d'évoquer ces sujets. Si tu le permets, on va tout de même continuer sur ton parcours et après on pourra discuter des arbitrages que l'on peut avoir en cas de spécialisation. J'ai vu que tu étais également passé par Sciences Po Paris. Comment ça s'est déroulé en fait ? Tout à fait. Alors le cursus à HEC, il est particulier, en tout cas à mon époque. On nous incitait fortement à partir à l'étranger et ensuite à se spécialiser en dernière année. Donc pour moi, ça a consisté en 6 mois à HEC, 6 mois aux États-Unis dans une belle université qui s'appelle Johns Hopkins, qui m'a permis de découvrir l'enseignement à l'américaine avec ses moyens, ses professeurs, ses petits séminaires, son menu de cours tout à fait divers et de mesurer l'écart qui existe entre l'université française et les grandes écoles françaises et l'université américaine. Ensuite, retour à HEC pour 1 an. Et enfin, un double diplôme avec Sciences Po qui s'est organisé de façon un peu hachée, un peu baroque, puisque ça consistait en 6 mois à Sciences Po, 6 mois de stage dans le public, 6 mois à Sciences Po, 6 mois de stage dans le privé. Je ne sais plus si c'était en cet ordre, mais en tout cas, c'est cette formule-là. Ce qui permet quand même de voir, dans les stages publics-privés, de voir des univers assez différents et de commencer à Sciences Po à réfléchir, pour ma part, à passer les concours administratifs. Est-ce que dès la décision de poursuivre à Sciences Po, tu as envie d'intégrer la haute fonction publique ou, on va dire, Sciences Po était uniquement un moyen
de découvrir d'autres secteurs, de découvrir autre chose? Non, avec HEC, j'étais à peu près certain que la valeur de mon CV, en tout cas dans le privé, était plutôt acquise. Non, Sciences Po, c'est vraiment, je l'ai fait de façon instrumentale, je dirais, parce que c'était l'endroit où je pouvais préparer le mieux les concours de la fonction publique. Je l'ai fait pour ça. Et c'est vrai que Sciences Po est un bon endroit pour préparer ces concours. Donc j'y suis allé avec cette optique-là, avec les cours de finances publiques, les cours de droit public qui me manquaient, parce qu'à HEC on fait beaucoup de comptabilité, de finances de marché, euh, de management. Et donc j'avais tout un pan académique qui me faisait défaut et que je devais acquérir si je voulais avoir une chance de passer le concours. Donc je l'ai vraiment passé pour passer les concours de la haute fonction publique. D'accord. Et pour revenir précisément à ta scolarité à HEC, est-ce que c'est vrai, le mythe à HEC, comme quoi on travaille pas beaucoup et on va dire l'intérêt de faire HEC n'est pas sur le travail ou les matières enseignées. Est-ce que c'est un mythe qui est fondé? Est-ce que l'intérêt d'HEC est surtout basé sur le réseau? Est-ce que c'est une école qui est avant tout une école du savoir-être? On apprend davantage ce type de sujet ou pas du tout? C'est une bonne question. Je pense qu'à HEC, on y apprend trois choses. Euh, on apprend d'une part, après sortie d'années de prépa extrêmement académiques et d'années de lycée qui sont tout autant en réalité, on apprend à s'ouvrir sur d'autres pans de la vie professionnelle, l'engagement associatif, le parcours à l'étranger. Pour ceux qui font la junior entreprise, un lien avec le secteur privé qui se développe. Bref, on essaie de développer d'autres qualités. Mais c'est un peu le cas d'autres écoles, mais l'école de commerce est vraiment le lieu pour s'ouvrir et sortir du monde académique. La deuxième chose qu'on apprend à HEC, via les stages, puisque HEC et d'autres écoles de commerce le font aussi, mais HEC est très allante sur les stages, c'est de se professionnaliser et de toucher le monde de l'entreprise assez vite. Donc moi j'ai fait un stage dans la finance chez Amundi Asset Management, plutôt dans la branche d'ailleurs qui s'occupait des fonds souverains, des banques centrales. Donc j'avais déjà cette appétence quand même publique, mais dans un acteur financier privé. Donc ça permet de tout de suite toucher du droit, et ce qui est très bien parce que plus tôt on découvre un milieu professionnel, plus tôt on peut être sûr que ça nous plaît ou que ça nous plaît pas. Et donc ça permet de faire des choix. Donc ça c'est très bien. Et la troisième chose que permet HEC, qui est assez fantastique, qu'on retrouve aussi ailleurs, mais à HEC particulièrement, c'est une gamme de spécialisation extrêmement forte dans les dernières années. Ce qu'on appelle les majeurs, c'est-à-dire on peut faire une majeure en économie sociale et solidaire, on peut aller passer l'ENA, on peut aller à l'ENS, on peut faire de la philo, on peut faire de l'économétrie à l'INSEE, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est quand même une gamme de choix qui est tout à fait plaisante. Donc, ça permet, si je dois me résumer, l'école de commerce donne tous les outils pour s'ouvrir et pour se fermer, pour faire un choix si on le souhaite. Et ça c'est tout à fait intéressant. Après, sur le contenu académique des enseignements, Joker, c'est comptabilité, finance de marché. Je ne suis pas persuadé que ça s'apprenne forcément à l'école. Je l'ai vu après, et mes copains qui sont en finance me le disent aussi, ça s'apprend beaucoup sur le tas en réalité. Mais ce qui enlève rien à la valeur d'y être sensibilisé assez tôt. Merci pour ces réponses. Ensuite, donc, tu as poursuivi à Sciences Po, puis en prépéna pour entrer à l'ENA, j'imagine. Est-ce que tu l'as eu du premier coup, du second coup? Parle-nous de cette préparation à l'ENA. En fait, moi, j'ai pas fait de prépéna vraiment. J'ai passé l'ENA à la sortie du master. J'ai été admissible et pour des raisons tragiques et absurdes qui ont trait à la magnifique épreuve l'épreuve collective d'interaction de l'ENA que vous découvrirez avec bonheur peut-être un jour. J'ai pas été admis. Euh, j'ai pas été admis. Alors j'avais des bonnes notes à l'écrit, et ça a été un choc parce que pour un bon élève, échouer alors qu'on était prêt, enfin j'estimais l'être, ça fait jamais plaisir. Euh, et donc je suis remonté sur mon cheval, ça a un peu piqué mon orgueil, et je me suis dit que j'allais le repasser, que j'allais l'avoir. Et je suis allé, mais j'avais besoin quand même d'argent, et j'en avais un peu marre de la prépa, et donc je suis allé travailler au Sénat
euh, dans un groupe politique où j'ai été nommé conseiller finances publiques de ce groupe politique. Euh, et je regrette pas du tout, parce que ça m'a permis de prendre un énorme bol d'air par rapport à la prépa. J'étais vraiment dans le monde du travail, j'avais des textes dans l'actualité législative, j'ai rencontré des gens, des élus, des copains, euh, des gens que je vois encore. Ça m'a permis de subvenir à mes besoins, ce qui n'est pas anodin dans cette période-là de la vie où on est à Paris depuis assez longtemps et où il faut quand même vivre. Et ça m'a permis, je crois, d'acquérir un recul sur les matières, les finances publiques évidemment, puisque c'était mon métier, sur le droit public, une façon plus opérationnelle de les voir, parce que je les manie au quotidien, qui m'ont été très utiles, je crois, pour passer le concours. Et donc j'ai repassé le concours à l'issue de cette année au Sénat, cette belle année au Sénat. Je l'ai eu, et c'est quand même plus facile la deuxième fois. Et en termes de proportion, c'est assez rare de ne pas faire une prépéna, non? Non, c'est pas courant. Après, j'ai dit que j'ai pas fait de prépéna, je modère quand même le propos. J'ai fait un truc qui s'appelle IPSUP l'été. J'ai pris la formule, c'est pas mal parce que IPSUP fait une formule un peu à la carte. Moi, je savais que donc, pendant le courant de l'année, je bossais, donc j'avais pas vraiment de temps pour faire une prépa et faire des galops. Mais il faut quand même se roder sur les épreuves. C'est beaucoup de méthodes, beaucoup de pratiques. Et donc IPSUP l'été m'a permis en faisant deux, trois épreuves blanches, de me roder, de me caler sur le temps d'épreuve, sur le format. Et donc ça a été précieux. Donc je dirais pas qu'il faut pas faire de prépéna, c'est pas vrai, ce serait un mensonge. Mais il faut faire une formule. Il faut faire une formule qui correspond à la fois à ce qu'on veut faire et aux points faibles. Si votre point faible, c'est que vous arrivez d'une école d'ingénieur ou de l'ENS et que vous n'avez jamais fait de finances publiques, bah, il faut en faire de façon intensive pendant un an. Et là, il faut faire une prépéna. Il n'y a pas beaucoup, quand on arrive de milieux hors Sciences Po, je dirais évidemment il faut faire de façon intensive toutes ces épreuves. Si vous avez déjà un peu fait, moi je l'avais déjà un peu fait en dernière Sciences Po, toutes ces épreuves, je n'avais pas besoin de fond. Le fond, je l'avais. Les fiches, je les avais, les bouquins, etc. Moi, j'avais besoin à la marge de trois épreuves pour me roder. Donc il faut vraiment prendre une formule qui correspond à votre parcours. Et en parallèle de tes études, tu as fait une préparation militaire supérieure, si je dis pas de bêtises. Si tu pouvais nous en parler. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué dans les podcasts, donc c'est l'occasion pour toi de nous présenter cette possibilité. Ce qu'on appelle une PMS. Une PMS, préparation militaire supérieure, c'est organisé par la Marine nationale. Alors, les autres armées, notamment l'armée de terre, ont un format un peu différent. Mais la marine recrute des jeunes en fin d'études généralement, ou des jeunes pros, pour leur donner une formation militaire pendant un an. Alors à mon époque, c'était un samedi par mois, plus 2 semaines bloquées dans l'année où on allait à Brest et à Toulon voir les forces et avoir des stages un peu plus opérationnels. Sinon, le reste, c'était de la formation à la fois pratique et théorique dans une base en région parisienne. Et ça permet, en fait, ce truc-là, chacun y trouve son compte. Parce que la marine, ça lui permet de rayonner, ça lui permet de diffuser son modèle et ses valeurs auprès d'un public qui devrait avoir des responsabilités dans le public ou dans le privé. Donc, ils sont ravis de le faire. Et pour ceux qui le font, ça permet d'avoir le statut de réserviste. Ça permet d'avoir une plongée tout à fait remarquable dans le quotidien des forces, le fonctionnement des forces et leurs contraintes. Et ça permet ensuite, une fois qu'on a passé le stade de la préparation militaire, de prétendre à un contrat de réserviste et donc de mettre ses compétences au service des armées sur son temps libre. Et ça, pour ceux qui aiment la défense, pour ceux qui ont envie de servir leur pays de façon un peu différente, c'est vraiment quelque chose que j'encourage parce que c'est fantastique. On rencontre des gens, des personnels engagés. On a eu notamment une rencontre avec les commandos marines qui nous ont raconté ce qu'ils faisaient, enfin, qui était absolument fabuleuse. On allait voir les sous-marins, le porte-avions. Enfin, c'est pas que du tourisme parce qu'on fait quand même de la pratique. On apprend à tirer, on apprend à marcher, on apprend à bivouaquer, mais c'est quand même une plongée dans les armées qui est remarquable. Donc si vous avez le temps, j'incite nos auditeurs à le faire et j'incite les filles aussi à le faire parce qu'il y en avait et de plus en plus. Et c'est un format qui est tout à fait compatible avec tous les profils.
tous les âges et tous les horizons. Donc il faut vraiment y aller. Au regard de ton parcours, tu sembles avoir un fil conducteur autour des sujets militaires, de défense, de la géopolitique. Est-ce que c'est la PMS qui en est responsable? Non, c'est un intérêt que j'ai développé assez tôt par mes lectures, mes expériences. J'ai écrit un peu pendant mes études sur ces sujets-là avec un think tank qui s'appelle l'Institut français des relations internationales. Non, ça m'a toujours intéressé et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la PMS parce que c'était un secteur qui m'intéressait déjà, qui m'intéresse toujours. Euh, et donc la PMS est aussi un moyen de s'y intéresser plus concrètement. Voilà, donc c'était un intérêt qui préexistait, que j'ai toujours, mais qui est un peu plus, puisque on y reviendra, mon métier n'est pas celui-là, qui est un peu plus maintenant théorique, un peu plus intellectuel que pratique. Pour finir avec les questions sur ton parcours, j'ai l'impression qu'au cours d'une scolarité, il existe un arbitrage entre effectuer une succession de stages qui s'articulent autour des mêmes thématiques et effectuer des stages très différents. C'est un peu ce que tu as évoqué au début. Donc, la question porte sur, au-delà de la volonté personnelle, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser au fur et à mesure des stages, ou est-ce qu'il vaut mieux effectuer des stages différents pour ne pas, entre guillemets, se fermer des portes? C'est une très bonne question, c'est une question obsédante en plus au moment où on fait les stages. J'aime les relations internationales, est-ce que je vais faire tous mes stages dans les relations internationales? Est-ce que je vais faire un stage en ambassade et un stage en organisation internationale? J'aime l'économie, est-ce que je vais faire tous mes stages à Bercy? Avec le recul, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que moi en fait c'est mon stage dans le privé qui m'a déterminé, même si je le savais, j'en avais l'intuition, qui m'a déterminé à ne pas aller dans le privé. Et donc je pense que un stage, c'est très utile pour fermer des portes aussi. Et même si tout ce que j'ai fait dans le privé était tout à fait intéressant, je regrette absolument pas, je me suis bien marré, j'ai appris plein de choses, j'ai senti que c'était pas ma place. En tout cas que ce privé-là n'était pas ma place. Que ma vocation c'était de servir le service public et le service de l'État. Donc pour te répondre, évidemment, il faut rester dans sa dominante, sa ligne de force. Moi, c'est pour ça que j'avais choisi dans le privé d'aller dans quelque chose qui était plutôt en lien avec les acteurs publics. Mais il ne faut pas avoir peur de se décentrer, d'aller voir des choses dont on n'imagine pas que ça pourrait nous intéresser, parce que d'une part, ça pourrait en fait nous intéresser et ouvrir, susciter des vocations, et ça permet de fermer des portes. Et en fait, l'objectif de cette période-là, je trouve, au-delà de l'intérêt professionnel, de l'intérêt académique qu'on peut avoir dans tel ou tel stage, c'est de faire des choix à la fin. C'est de faire un choix éclairé en se disant ça j'aime pas, ça je vais creuser, ça c'est pas pour moi. Et donc pour faire ces choix-là, il faut aller voir d'autres choses. Il faut pas tracer une route qui soit totalement univoque. Maintenant, je laisse la parole à Jacques-Marie, qui va te poser des questions davantage sur le rôle du Conseil d'État. Voilà, alors comme tu dis, tu as fait des choix au fur et à mesure et aujourd'hui tu es auditeur au Conseil d'État. Et est-ce que tu pourrais nous préciser un peu le cadre dans le Conseil d'État intervient? Parce que nos auditeurs ne connaissent pas forcément et ne maîtrisent pas forcément le droit. Donc si tu pouvais nous donner un petit peu le rôle de cette institution et le cadre d'intervention, ce serait super pour bien nous éclairer. Alors le Conseil d'État, c'est une institution qui est au cœur de l'État à bien des aspects. Déjà, c'est une institution qui est ancienne, qui date du tout début du 19e siècle. Il y a un tableau pas très loin de là où on est qui présente Napoléon en train d'examiner les plans du Conseil d'État. Donc c'est une institution qui n'est pas républicaine à l'origine, mais qui est devenue le cœur de l'État républicain, avec deux rôles principaux. Premier rôle, c'est le rôle de cour administrative suprême. Il y a la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire, et il y a le Conseil d'État pour l'ordre administratif. C'est-à-dire si vous avez un litige avec une administration publique, une mairie, l'État, un opérateur de l'État, un opérateur public, vous pouvez aller devant la juridiction administrative, un tribunal administratif, puis une cour administrative d'appel, et la cassation sera réalisée par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État est le juge de premier et dernier ressort pour tous les actes des ministres. C'est-à-dire, vous avez hier un décret Covid qui organise le fonctionnement de tel ou tel aspect de notre vie durant le Covid, pris par le ministre de la Santé, sous le rapport du ministre de la Santé par le Premier ministre.
vous pouvez l'attaquer devant le Conseil d'État. Et donc le Conseil d'État est une sorte de régulateur des actes de l'administration. Et le deuxième rôle, c'est le rôle de conseiller juridique du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, sur les projets de loi, les projets de décret, va devant le Conseil d'État pour recueillir un avis sur la constitutionnalité des dispositions, leur légalité et leur conformité avec toute la pyramide des normes. Et donc ce double rôle, qui est assez unique en fait, parce que il y a peu de pays qui ont ce format, permet au Conseil d'État de voir en amont et en aval à peu près l'ensemble des actes de la puissance publique et de se poser en régulateur de la puissance publique et en garant de l'état de droit. D'accord, très bien. Et donc en fait, voilà, on a une partie à la fois, comme tu dis, en aval sur la question du conseil, et puis ensuite l'échelon d'une juridiction. Et donc tu as bien précisé avec la Cour de cassation les différents niveaux administratifs et juridiques. Et la question que je voudrais te poser, c'est, tu as cité donc la Cour de cassation, comme je le disais. Quelle est par contre la différence avec le Conseil constitutionnel, puisque justement tu dis qu'il y a une forme de régulation. Est-ce que le Conseil constitutionnel lui aussi il ne serait pas du côté de cette régulation? Et dès lors, quelle est la différence entre les deux? Le Conseil constitutionnel, il est juge de la loi, entre guillemets. C'est-à-dire, il examine a priori ou a posteriori, avec le mécanisme que vous connaissez peut-être de QPC, question prioritaire de constitutionnalité, il examine la conformité de la loi à la Constitution. Le Conseil d'État n'est pas juge de la loi. Le Conseil d'État, il ne se prononce pas sur la loi. Le Conseil d'État, il se prononce sur les actes des autorités administratives. Premier ministre, ministre, opérateur, etc., etc. Donc c'est un niveau différent. Le Conseil d'État, il examine la conformité des actes administratifs à la loi. Le Conseil constitutionnel, il examine la conformité de la loi à la Constitution. C'est un travail un peu différent. D'accord, donc en fait, c'est plutôt sur la question de la forme de l'acte que sur l'acte en lui-même, en tout cas, les dispositions qu'il prend. Exactement. Très bien. Et justement, ça nous amène un petit peu à cette question, comment en fait se passe, par exemple, la rédaction d'un arrêt du Conseil d'État? Est-ce que tu aurais un exemple, au mieux auquel tu as participé, et où tu pourrais nous détailler un peu les étapes de savoir comment vous avez tranché, comment le Conseil d'État a tranché telle ou telle question, et comment s'est fait finalement la rédaction de cet arrêt? Alors, un arrêt auquel j'ai participé, par exemple, le Conseil d'État a consacré récemment une nouvelle liberté fondamentale, au sens du référé liberté, sur le droit à un environnement sain. Ce qui a fait couler un peu d'encre, puisque consacrer une liberté fondamentale qui, par essence, est liée à l'individu, les libertés, c'est liberté d'expression, etc., etc. Consacrer une liberté qui est liée à l'environnement, c'est pas totalement évident. Et ça, c'est un saut juridique qui est permis au Conseil d'État par différents niveaux de collégialité. Puisqu'au Conseil d'État, on vous amène un dossier, un litige. En l'espèce, c'était un litige sur un projet routier qui mettait en péril des espèces et un milieu naturel. Et ce litige-là, pour lui trouver une solution, il faut manier des concepts de droit. Et le rapporteur, puisque un auditeur au Conseil d'État, c'est mon grade, mais ma fonction, c'est d'être rapporteur. Le rapporteur prend le litige, examine les écritures des parties, produit une note qui examine ces écritures et propose à la formation de jugement une solution. C'est-à-dire, je tranche le litige en faveur de telle ou de telle partie. Et il écrit le projet de décision du Conseil d'État, qui est la décision publique que vous trouvez sur Internet, et qui a force de droit. Il écrit cette note et ce projet. Et ensuite, il va voir sa chambre, puisque la partie juridictionnelle du Conseil d'État est divisée en 10 chambres qui s'occupent de matières différentes. Moi, je suis dans la deuxième chambre qui s'occupe surtout de droits des étrangers, d'urbanisme et de régulation économique. On va devant la chambre avec notre petit projet de rapport et notre projet de décision, c'est-à-dire une dizaine de personnes qui va examiner en séance d'instruction la solution, dire si elle est d'accord ou pas d'accord, et ensuite aller en formation de jugement avec une autre chambre, généralement, qui va challenger le dossier, et à la fin des fins, quand on a bien débattu avec ces différents niveaux de collégialité, on arrive à une solution. Et en l'occurrence, on a décidé de consacrer cette nouvelle liberté. Donc vous voyez que c'est un processus qui part toujours d'un cas concret, d'un litige. On ne fait pas de droit pour le plaisir, on veut régler une situation. Cette situation, elle est examinée par différentes personnes, d'abord le rapporteur, ensuite un réviseur, ensuite la chambre, ensuite la formation de jugement. Et à la fin, on aboutit à un projet qui règle le litige et qui parfois fait des avancées jurisprudentielles.
D'accord. Et ça prend à peu près combien de temps, par exemple, de passer entre les différentes étapes? Puisque j'imagine le fait que la procédure en elle-même, ça prend un peu de temps. Et puis, il y a une forme de créativité, je dirais, en fait, puisqu'il faut prendre le dossier qui n'a jamais été vu, quelque chose d'inédit. Et donc, ça prend un petit peu de temps, les différentes étapes, et puis le fait de trouver une solution. C'est assez variable en fonction de la difficulté du dossier, mais je dirais entre quelques semaines et quelques mois. Euh, pour un dossier facile, ça peut être jugé en 5 semaines, je dirais, et pour un dossier un peu plus compliqué, 3-4 mois, et pour un dossier très compliqué, un peu plus. Mais sur la durée de jugement, le Conseil d'État, depuis quelques années, c'est beaucoup, beaucoup amélioré et on juge assez rapidement maintenant. D'accord. Et tout à l'heure, j'évoquais le mot créativité parce que, en fait, c'est ce qui me venait à l'esprit, mais c'est un peu des situations à chaque fois inédites. Et tu disais que on ne fait pas du droit pour le plaisir, mais du coup, à quel point ce que tu fais, tu utilises le droit que tu connais, à quel point aussi tu te perfectionnes au fur et à mesure dans l'usage de ce droit, comment tu utilises l'outil du droit en général dans ces situations. Je compare souvent le métier de juge, en tout cas au Conseil d'État, à un artisanat d'art. Parce que vous avez d'un côté une matière brute qui s'appelle une affaire, un dossier, une situation, et vous avez des outils qui sont tous les outils juridiques et contentieux qu'on nous apprend au Conseil d'État, avec un vocabulaire, euh, des outils juridiques et conceptuels qui permettent de régler une situation. Et donc, vous avez, vous avez, euh, vous, en tant que juge, à prendre ces outils et à façonner le dossier pour en tirer le produit fini, qui est une décision. Et parfois, ça arrive, les outils que vous avez ne sont pas adaptés pour régler la situation. Et c'est là où la créativité apparaît. C'est que vous devez faire évoluer vos outils pour régler la situation. Parce qu'à la fin des fins, vous ne pouvez pas dire je ne peux pas juger. C'est pas possible. Vous devez juger. Et donc, si vos outils ne sont pas adaptés, vous les faites évoluer. Et c'est là où la créativité naît, et c'est là où cette maison, qui est une maison de jurisprudence, puisque la jurisprudence évolue tout le temps, on fait évoluer nos outils, on fait évoluer nos cadres conceptuels. Cette maison est d'une créativité invraisemblable, puisque la jurisprudence est toujours en évolution pour s'adapter au réel. C'est pour ça que je disais que le droit n'est pas gratuit, c'est-à-dire on adapte le droit pour qu'il soit adapté au réel et puisse trancher les situations. D'accord. Et donc, par exemple, tu parles d'outils internes au Conseil d'État, de conseils que tu peux recevoir. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'aller demander conseil à l'extérieur, à quelqu'un qui serait en dehors du Conseil d'État, qui serait spécialiste de tel ou tel domaine? Parce que si jamais tu te dis, ben là, je n'ai pas en fait les éléments pour juger, c'est vrai que la créativité, elle va pas venir de nulle part. Donc, quelles sont un peu les interactions extérieures? Est-ce qu'il y a une procédure pour ça? Le juge administratif a des outils procéduraux pour aller chercher l'avis d'experts. Vous voyez, par exemple, cette semaine, ma chambre a réalisé une séance orale d'instruction dans un dossier, c'est-à-dire alors que la procédure devant le Conseil d'État et devant le juge administratif est essentiellement écrite, on a convoqué les parties pour avoir un débat oral, parce que la situation nous semblait très enchevêtrée. Et donc, on peut convoquer les parties, dialoguer avec elles de visu pour forger sa conviction. On peut convoquer des experts. On peut faire ce qu'on appelle des mesures supplémentaires d'instruction, c'est-à-dire demander aux parties, sur un point précis, de nous fournir toutes les pièces utiles pour pouvoir forger notre conviction. Donc, le juge administratif a une palette d'outils pour solliciter des avis, mettre l'accent sur des points techniques ou juridiques et pour forger sa conviction. Mais tout ça se fait dans un cadre procédural évidemment extrêmement cadré, parce qu'il ne faudrait pas qu'une partie nous accuse d'avoir, par la bande, être allé chercher un avis extérieur. Tout doit respecter le principe du contradictoire. Très bien. Alors ensuite, sur la partie du conseil au gouvernement, en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme l'inspection générale des finances? Parce que, mais cette fois-ci, que ce serait dans le domaine juridique et non pas financier. Est-ce que c'est un petit peu comparable puisque donc nos auditeurs ont déjà eu un podcast sur l'inspection générale des finances, l'IGF. Est-ce que si tu comparais, tu pourrais nous dire quelque chose de la différence entre les deux? Non, c'est très différent parce que euh, tout simplement parce que l'inspection générale des finances, elle est saisie par un ministre. Elle réagit à la commande. Et donc, elle a tout de suite des sujets relativement liés à l'actualité. Alors, nous, c'est le cas aussi, mais nous, on a une mission constitutionnelle, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas
prendre un certain nombre de textes sans venir devant le Conseil d'État. Donc le gouvernement n'a pas le choix, alors que le gouvernement il a le choix ou pas de saisir l'inspection générale des finances. Nous, il vient devant nous, et nous, on n'a pas vocation à dire le projet de loi ou le projet de décret que vous avez et les finalités qu'il essaye de mettre en œuvre ne sont pas bonnes. On n'a pas vocation à avoir ce jugement d'opportunité et cette proposition d'ordre politique, alors que l'inspection générale des finances peut faire des propositions de politique publique. Nous, ce n'est pas le cas du Conseil d'État. Nous, on est un conseiller juridique du gouvernement. On va recevoir les textes et porter un avis juridique qui parfois frôle l'opportunité. C'est-à-dire, là, vous avez voulu faire ça, mais c'est pas cachère. Donc, on va essayer de reformuler votre proposition pour faire ce que vous voulez faire, mais de façon peut-être soit plus claire, soit plus conforme à la pyramide des normes, soit peut-être parfois on arrive à la conclusion qu'il ne faut rien faire. C'est un peu plus rare. Donc nous, on est vraiment conseiller juridique du gouvernement et on ne va jamais être saisi pour un objet de politique publique. Alors tu disais conseil juridique, est-ce que les parlementaires peuvent aussi obtenir de la part du Conseil d'État des éléments, puisqu'ils ont la possibilité de faire des propositions de loi qui sont rédigées donc par le personnel des assemblées, mais parfois ils peuvent se dire c'est tout à fait inédit. Et est-ce qu'il y a moyen pour eux d'obtenir de la part du Conseil d'État des choses sur la forme de l'acte pour que ça corresponde bien à ce qu'ils veulent? Tout à fait. Je crois que c'est, sauf erreur de ma part, c'est depuis la révision constitue de 2008, les parlementaires, dans le cadre d'une proposition de loi d'initiative parlementaire, peuvent saisir le Conseil d'État avec une procédure. Je m'en excuse que je ne maîtrise pas absolument, mais qui passe par le bureau des assemblées, bref, qui est assez limitée parce que le flux est pas délirant. Il y a assez peu de propositions de loi qui viennent devant le Conseil d'État. Il y en a une récemment, qui est des députés qui sont venus sur une proposition de loi sur l'action de groupe, deux députés qui ont saisi le Conseil d'État, qui sont venus en section d'intérieur exposer leur démarche, qui ont reçu un avis du Conseil et qui ont enrichi leur proposition de loi. Donc c'est possible, tout à fait, c'est possible, c'est rare, mais ça gagnerait à monter en puissance. Très bien, donc je vais laisser maintenant la parole à Pierre-Emmanuel sur les différents métiers au sein du Conseil d'État. Donc tu as parlé du fait que l'on pouvait à la fois te considérer comme rapporteur et comme auditeur. Quels sont les différents métiers qui gravitent autour du Conseil d'État? Autrement dit, comment l'intégrer? Est-ce que c'est uniquement à la sortie de l'ENA ou de l'INSP maintenant? Alors, au Conseil d'État, déjà, il y a une division qu'il faut avoir en tête, qui est toute la division de la fonction publique, qui est la distinction entre le grade et la fonction. Au Conseil d'État, vous avez 3 grades. Auditeur, pour les jeunes, de 1 à 3 ans, 0 à 3 ans, maître des requêtes, et conseiller d'État. Ça, ce sont les grades. Ensuite, vous avez des métiers, des fonctions qui sont différentes. La fonction de base, en tout cas dans la fonction juridictionnelle, c'est la fonction de rapporteur. C'est le juge qui va prendre un dossier, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui va l'examiner, qui va l'analyser et qui va proposer une solution à la formation de jugement. Et ça, c'est l'essentiel du métier juridictionnel du Conseil d'État, c'est le métier de rapporteur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les réviseurs. Les réviseurs, ce sont souvent des conseillers d'État expérimentés qui retravaillent la note du rapporteur, qui le révise, qui le contrôle, qui le challenge. Et ensuite, vous avez les présidents de chambre, qui organisent le travail de la chambre, qui organisent l'instruction et qui animent le travail de la chambre. Donc moi, dans ma chambre, pour illustrer ce que je viens de dire, deuxième chambre de la section du contentieux, vous avez une douzaine de rapporteurs, 2 réviseurs et un président. Et c'est cette triplette, réviseur-président, qui anime, contrôle le travail des rapporteurs et qui permet ensuite de bien juger. Donc ça, c'est dans les fonctions juridictionnelles, c'est l'essentiel des métiers. Vous avez un métier quand même très spécifique au Conseil d'État, puisqu'il n'existe pas dans la juridiction, juridiction judiciaire, et pas dans d'autres pays, qui est la fonction de rapporteur public, qui est celui qui, lors du procès, lors de l'audience publique, va exprimer en son âme et conscience, en toute indépendance, puisqu'il ne fait pas partie de la formation de jugement, sa conception de l'affaire. Et donc, si vous venez un jour, et je vous invite à le faire puisque c'est ouvert, à une audience du Conseil d'État, vous avez pour chaque affaire le rapporteur public qui se lève, qui exprime pendant une durée qui peut aller de 10 minutes à 1 heure, sa conviction profonde sur la solution à apporter au litige.
mais il ne fait pas partie de la formation de jugement. Il éclaire à la fois les parties sur ce qu'il estime juste et la formation de jugement sur la solution qu'elle serait amenée à prendre. Et ensuite, évidemment, il ne participe pas au délibéré, et c'est la formation de jugement qui va faire forger sa conviction. Mais ce métier de rapporteur public, qui est souvent tenu par un maître des requêtes un peu expérimenté, qui a déjà un peu de bouteille, et qui peut, parce que c'est quand même compliqué, c'est celui qui s'exprime publiquement, donc il faut pas se louper. Ça, c'est un métier très noble au Conseil d'État et qui fait vraiment la fierté de la juridiction administrative. Ensuite, sur les aspects juridictionnels, c'est un peu pareil, vous avez des sections, les aspects consultatifs, vous avez la section d'intérieur, section de travaux publics, etc. Et là, c'est essentiellement aussi des rapporteurs qui, sur chaque projet de texte, projet de décret, projet de loi, proposent une solution, proposent des améliorations en lien avec les commissaires du gouvernement. Parmi les métiers que tu as évoqués, quelle est la proportion approximative d'énarques ? J'ai du mal à le dire. Tout simplement parce que le Conseil d'État est une maison, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très ouverte. Il y a beaucoup de façons d'intégrer le Conseil d'État sans avoir fait l'ENA. Évidemment, les auditeurs, c'est-à-dire les plus jeunes, sont souvent, voire quasi exclusivement, même si maintenant il y a une nouvelle procédure sur laquelle je reviendrai peut-être, issus de l'ENA, maintenant de l'INSP. En revanche, au stade de maître des requêtes, on peut avoir des gens qui viennent des juridictions administratives, tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel, qui ont fait 10 ans de carrière et qui sont intégrés au Conseil d'État en tant que maître des requêtes. Vous avez ce qu'on appelle les maîtres des requêtes en service extraordinaire, c'est-à-dire des gens qui ont fait un parcours dans l'administration au moins 4 ans, je crois, et qui ensuite viennent faire un temps au Conseil d'État, qui n'ont peut-être pas vocation à y rester toute leur vie, mais qui repartent, qui reviennent. Bref, il y a une aération. Et c'est la même chose pour les conseillers d'État avec le tour extérieur, etc. Donc, il y a beaucoup, à tous les stades de la carrière, beaucoup de façons d'intégrer le Conseil d'État avec des profils. Alors, il y a des anciens généraux, il y a des anciens préfets, il y a des anciens juges judiciaires, il y a des administrateurs des assemblées, il y a des gendarmes. Donc, c'est une maison extrêmement ouverte. Et on comprend bien d'ailleurs, parce que si vous avez retenu sur ce que je vous ai dit sur la fonction institutionnelle du Conseil d'État, qui est quand même amené à avoir une diversité de textes, trancher une diversité de litiges extraordinaires, vous avez besoin de tous ces profils qui connaissent l'administration pour examiner un décret sur l'organisation de la police judiciaire. C'est pas mal si vous avez un gars qui a travaillé dans ce secteur. Bref, le Conseil d'État est extrêmement ouvert. Donc évidemment, il y a une proportion importante d'énarques, mais qui se réduit. Et avec la nouvelle procédure, un recrutement qui se diversifie encore plus. Un petit point que je comprends pas bien au sujet du Conseil d'État, je ne comprends pas pourquoi ce ne sont pas des juristes de métier qui sont recrutés. Pourquoi est-ce qu'il y a un système de corps alors que le Conseil d'État se veut indépendant ? Tu mets le doigt sur la spécificité absolue du Conseil d'État, à la fois dans l'appareil d'État français et à l'étranger. Les membres du Conseil d'État n'ont pas le statut de magistrat, mais ils ont une indépendance qui est à la fois fonctionnelle, puisque le Conseil d'État gère son budget, son organisation, juridique, puisqu'elle est consacrée par la Constitution, et personne n'aurait l'idée de donner des consignes au Conseil d'État. C'est inconcevable, parce qu'il y a cette indépendance constitutionnelle, parce qu'il y a ce positionnement qui fait que le Conseil d'État statue toujours en toute indépendance. Et le corps, en fait, le corps des membres du Conseil d'État est une garantie d'indépendance. Tout simplement parce que vous ne dépendez pas d'un ministre, ou même du Premier ministre, pour votre déroulé de carrière. Si un jour un ministre pouvait dire à un membre du Conseil d'État, ben là, tu as mal jugé, ou tu as donné un avis qui ne me plaisait pas, et donc je vais agir sur ta carrière et te saquer, là, évidemment, il y aura un problème. Mais le corps permet de préserver cette indépendance parce qu'en fait, on n'est pas soumis à l'aléa politique. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, sur les profils, c'est une bonne question que tu poses. Pourquoi il n'y a pas un corps spécialisé, en tout cas, qui fait une carrière tout à fait comme les magistrats judiciaires, qui sont centrés sur la carrière juridictionnelle. Nous, c'est le cas dans la juridiction administrative pour le corps des TA et cours administratifs d'appel. Il y a un corps spécifique qui a vocation à avoir un déroulé de carrière dans la juridiction administrative. Pour le Conseil d'État, le modèle historique, c'est de dire, pour bien juger l'administration, il faut bien la connaître.
Et donc, un ancien préfet, jugera peut-être mieux un litige qui a trait à l'organisation territoriale des services de l'État ou à une politique publique qu'il a déjà expérimentée, parce qu'il connaîtra les suggestions propres à l'administration, et il sera mieux à même de la juger. Et donc, on est très encouragé à aller dans l'administration, sur des postes juridiques ou pas, en préfecture, dans les territoires, en administration centrale, en cabinet ministériel, pour apprendre à connaître l'administration, parce que à la base de tout ça, il y a l'intuition, enfin qui n'est pas une intuition, qui est une réalité, c'est que l'administration, la puissance publique n'est pas injusticiable comme les autres. Et donc il faut comprendre l'intérêt général, il faut comprendre les suggestions inhérentes à la puissance publique pour bien juger. Et ça, c'est très spécifique. C'est parfois très difficile à comprendre. En effet, on pourrait se dire pourquoi ce n'est pas des magistrats comme les autres. Mais il y a derrière ça ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que c'est une richesse extraordinaire de connaître l'administration pour bien la juger. Et ce n'est pas un manque d'indépendance, au contraire. Il n'y a pas de question d'indépendance. Personne ne viendra remettre en question l'indépendance du Conseil d'État, personne ne lui donnera consigne, mais il y aura cette connaissance intime du fonctionnement de l'administration qui permet de juger. D'accord. Et juste pour rebondir sur la question de l'indépendance, par exemple, dans ta vie personnelle, tu connais des personnes qui travaillent dans des ministères, dans d'autres institutions. Et donc, certes, le Conseil d'État est indépendant, mais dans la réalité, comment ça se passe? Parce que justement, tu as des contacts avec pas mal de gens. Donc, comment est-ce que tu fais pour garder toi-même cette indépendance dans ta vie quotidienne? Mais la question que tu poses, c'est la vie qui est comme ça. Un magistrat judiciaire, il a des amis. Il connaît des gens. Un membre de je ne sais pas quelle commission indépendante, autorité indépendante, à l'autorité de la concurrence, ils connaissent sûrement des entreprises. Ça n'empêche pas que statutairement, l'indépendance, elle est multiple. L'indépendance, elle est statutaire. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas nous faire de pression. Elle est intellectuelle, puisqu'il y a quand même une tradition dans cette maison de grande indépendance d'esprit. Vous avez des gens de gauche, vous avez des gens de droite, vous avez des gens qui pensent pas pareil, vous avez des libres penseurs. Donc c'est une maison qui valorise l'indépendance intellectuelle. L'indépendance, le rêve d'avoir un juge abstrait de la société, hors de la société, qui serait indépendant parce qu'en fait il serait mort, ça marche pas. Donc, pour répondre précisément à ta question, évidemment, je connais des gens dans l'administration, j'ai des collègues, des amis, mais ça ne change rien au fait que lorsque je juge et lorsque nous jugeons, nous sommes dans notre rôle de juge, donc en toute indépendance, qu'on ne va pas prendre de coups de fil, qu'on va juger en droit, parce que notre métier, c'est de rendre le droit. D'accord, je comprends mieux maintenant. Peut-être pour terminer, une dernière question. Quelles sont, dirais-tu, les qualités pour travailler au Conseil d'État? Est-ce qu'il y a une qualité, plusieurs qualités que tu pourrais mettre en avant? Il y en a peu, mais il y en a quelques-unes. Je dirais l'agilité intellectuelle, parce qu'il n'y a pas besoin d'être d'être un spécialiste du droit public pour, en tout cas, commencer sa carrière au Conseil d'État. Il faut être capable très rapidement d'assimiler des mécanismes compliqués. Il faut avoir un peu de créativité, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a des outils très normés, mais il faut être capable de jouer avec eux pour régler un litige. Il faut une ouverture d'esprit, parce que il y a un nombre de contentieux et de sujets extrêmement différents. Le matin, on peut avoir un sujet de demande d'asile par un ressortissant afghan. L'après-midi, traiter une question de concentration dans tel ou tel secteur économique. Le surlendemain, traiter une affaire de sport avec un club de Ligue 1 qui n'est pas content de son classement. Le surlendemain, traiter un muret dans le Var qui est trop grand et qui bouche la vue de quelqu'un sur la mer. Bref, il faut être capable de passer de sujet en sujet et avec le même intérêt, la même rigueur. Et donc ça, c'est très important. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette discussion. Je te remercie Clément d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était très intéressant. Merci également à Jacques-Marie de nous avoir accompagnés. Merci Pierre Ménel. Merci à vous.